Étant donné la moralité actuelle de l'espèce humaine, une unité humaine solide et durable n'est pas encore possible. Mais il n'y a aucune raison pour qu'une approximation temporaire ne vienne récompenser une aspiration opiniâtre et un effort infatigable. La nature progresse par des approximations constantes, des réalisations partielles et des succès temporaires. Chapitre 5. Vers une unification mondiale. La nature se sert de moyens apparemment opposés au but qu'elle poursuit et dangereux pour lui, afin de faire mûrir ce but. De même que par la pratique de la science spirituelle ou art du yoga, nous soulevons des possibilités psychologiques qui sont présentes dans la nature et qui barrent la route à sa perfection et à sa réalisation spirituelle, afin d'éliminer non seulement ces possibilités, mais même celles qui sont endormies et qui pourraient peut-être s'éveiller plus tard pour détruire le travail accompli. De même, la nature agit-elle vis-à-vis des forces mondiales qui l'affrontent sur son chemin, non seulement en faisant appel à celles qui l'aideront, mais en provoquant aussi, pour en terminer avec elles, celles qu'elle sait être les obstacles normaux et même inévitables, qui ne manqueront pas de se dresser pour entraver sa volonté secrète. Ainsi, la Première Guerre mondiale, qui provoqua la recrudescence des sentiments nationalistes, ne signifia pas la défaite de l'internationalisme. Tout au contraire, celui-ci se réveilla avec une force redoublée devant l'ampleur et l'horreur du massacre, comme Sri Aurobindo le fit remarquer à l'époque. Sans doute, la guerre européenne elle-même était-elle l'explosion de tout ce qu'il y avait de mauvais et de dangereux dans le nationalisme triomphant. L'embrasement qui en est résulté pourrait bien avoir été un processus purificateur, consumant bien des choses qui devaient périr. Il a déjà fortifié l'idée internationale et l'a imposée au gouvernement et au peuple. En dépit des obstacles de l'époque, notamment l'impérialisme alors en plein essor, Sri Aurobindo prévoyait donc la création d'une organisation internationale à l'issue du premier conflit mondial. Le cours naturel des choses, aidé par l'anéantissement de la forme allemande d'impérialisme, devrait logiquement conduire à une nouvelle organisation du monde sur la base d'un système d'États nationaux indépendants, mais de plus en plus organisés, associés plus ou moins étroitement à des fins internationales, mais préservant leur existence indépendante. Tel est l'idéal qui a charmé l'esprit humain depuis l'apparition du grand ferment révolutionnaire et qui semble encore une possibilité lointaine. L'idée d'une fédération de nations libres, d'un parlement du genre humain, d'une fédération du monde. Parmi les propositions d'association plus étroites entre les pays émises après 1914-1918, celle des conséquences de la haie prévoyait l'élimination de la guerre grâce à l'application d'une loi internationale par un tribunal cautionné par l'ensemble des nations. Pour Sri Aurobindo, un tel tribunal n'aurait pu imposer ses sentences que par un accord de toutes les puissances européennes. Mais en même temps, il écrivait « L'objection principale à l'idée États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large. En vérité, l'Europe se trouve dans une position anormale. Elle est à la fois mûre pour l'idée pan-européenne et dans la nécessité de dépasser cette idée. » Celui-ci devait prendre la forme de la Société des Nations, première étape balbutiante de l'unification de l'humanité. Bien que la Société des Nations ne connût pas une grande longévité,
le simple fait qu'elle ait fonctionné pendant quelque temps sans s'effondrer aussitôt, marque en soi le point de départ d'une ère nouvelle dans l'histoire du monde. Malgré son échec, cette initiative réapparut après la Deuxième Guerre mondiale sous la forme de l'Organisation des Nations Unies, tentant à son tour de sauvegarder l'avenir du genre humain contre quelque chose que nous pourrions appeler le suicide de l'espèce humaine. La Société des Nations a donc disparu, mais elle a été remplacée par l'Organisation des Nations Unies, qui occupe maintenant le premier rang du monde, et se débat pour obtenir quelque sorte de permanence solide et de succès dans une formidable entreprise dont dépend l'avenir du monde. C'est là un événement capital, l'aboutissement crucial et décisif des tendances mondiales mises en branle par la nature pour arriver à ses fins prédestinées. En dépit des insuffisances constantes de l'effort humain et des faux pas de la mentalité humaine, en dépit même des possibilités adverses qui peuvent contrarier ou retarder, pendant un temps le succès de cette grande aventure, c'est dans cet événement que se trouve la clé de ce qui doit être. Toutes les catastrophes qui ont accompagné le cours de ces événements et qui semblent se produire à dessein pour déjouer les intentions de la nature, n'ont pas empêché, et même d'autres catastrophes n'empêcheront pas, l'heureuse émergence et le développement d'une entreprise qui est devenue nécessaire au progrès et peut-être même à l'existence de l'espèce. 2 guerres formidables et dévastatrices ont balayé le globe et ont été accompagnées ou suivies par des révolutions aux conséquences incalculables qui ont modifié la carte politique de la Terre et l'équilibre international. L'équilibre, autrefois relativement stable des 5 continents, et changé l'avenir tout entier. Une 3e guerre plus désastreuse encore guette à l'horizon, avec la perspective d'armes et autres moyens scientifiques de destruction d'une efficacité et d'une portée beaucoup plus vaste que tous ceux inventés jusqu'à ce jour, et dont l'usage généralisé pourrait faire crouler la civilisation avec fracas et les effets aboutir à une sorte d'extermination à grande échelle. Rappelons que ce texte fut écrit en 1950. Pourtant, les 2 guerres passées n'ont pas empêché la formation d'un premier effort considérable, puis d'un deuxième, pour mettre en mouvement une tentative d'union et créer pratiquement un organisme concret, un instrument organisé à cet effet. Au contraire, elles ont plutôt causé et hâté cette création nouvelle. La Société des Nations est une conséquence directe de la Première Guerre, l'ONU, de même, une conséquence du 2e conflit mondial. Si la 3e guerre survient, que beaucoup, sinon la plupart, considèrent comme inévitable, il est probable qu'elle précipitera aussi inévitablement le pas suivant, et peut-être l'aboutissement final de cette grande entreprise mondiale. En ce 2e stade du progrès vers l'unité, le vrai danger ne vient pas de failles, même sérieuses, dans la structure de l'Assemblée des Nations Unies, mais de la division des peuples en 2 camps qui tendent à se considérer comme des adversaires naturels et sont prêts à tout moment à devenir des ennemis irréconciliables et à déclarer leur coexistence même impossible. La raison en est que le prétendu communisme de la Russie bolchevique n'est pas né d'une rapide évolution, mais d'une révolution d'une longueur et d'une férocité sans précédent, sanguinaire à l'extrême, et qu'il a créé un système d'État autocratique et intolérant, fondé sur une guerre des classes, où toutes les classes, sauf le prolétariat, ont été écrasées, liquidées, sur une dictature du prolétariat, ou plutôt d'un parti restreint mais tout-puissant, agissant au nom du prolétariat, un État policier, sur une lutte à mort contre le monde extérieur. Et la férocité de cette lutte a engendré dans la pensée des organisateurs de l'État nouveau l'idée fixe,
non seulement de la nécessité de survivre, mais de continuer la lutte afin d'étendre la domination de l'État jusqu'à ce que l'ordre nouveau ait détruit l'ancien, ou l'ait évincé de la plus grande partie de la terre, sinon de la terre entière, et d'imposer un nouvel évangile politique et social, ou en tout cas de le faire accepter par tous les peuples du monde. Mais cet état de choses peut changer, perdre de son acrimonie et de son importance, comme cela s'est déjà produit dans une certaine mesure avec le retour à la sécurité et l'apaisement de la férocité, de l'amertume et de l'exaspération première des conflits. Les éléments les plus intolérants et les plus oppressifs de l'ordre nouveau pourraient se modérer, et le sentiment d'incompatibilité ou d'inaptitude à vivre ensemble, ou côte à côte, disparaîtrait alors, laissant espérer un modus vivendi plus stable. En effet, 6 ans après que ces lignes furent écrites, en 1956, Khrouchtchev reprenait l'idée émise par le Pandit Nehru lors de la conférence des nations non alignées à Bandung en 1955 et proclamait le principe de la coexistence pacifique avec les pays capitalistes. Plus récemment, l'ouverture prônée par M. Gorbatchev semble confirmer cet espoir. Si le malaise, le sentiment de la lutte inévitable, de la difficulté d'une tolérance mutuelle et d'un accommodement économique persiste encore, ce n'est pas tant parce que la coexistence des deux idéologies est impossible, que parce que l'idée de se servir du conflit idéologique comme moyen de domination mondiale s'est emparée des esprits et entretient les nations dans un état d'appréhension mutuelle et de préparatifs de défense armée ou d'attaque. Si cet élément est éliminé, il n'est pas du tout impossible d'envisager un monde où ces deux idéologies pourraient vivre ensemble, avoir des échanges économiques et se rapprocher davantage, car le monde s'achemine de plus en plus vers une extension du principe du contrôle d'État sur la vie de la communauté, et il se pourrait fort bien qu'un agglomérat d'États socialistes d'un côté, et de l'autre un groupe d'États coordonnant et dirigeant un capitalisme mitigé, existent côte à côte et développent entre eux des relations amicales. Un État mondial où ces deux groupes conserveraient leurs institutions particulières et siégeraient dans une assemblée commune pourrait même se créer, et une union mondiale unique ne serait pas impossible sur cette base. Cette éventualité est en fait l'aboutissement final que présuppose la fondation de l'ONU, car l'organisation actuelle ne peut pas être définitive. Ce n'est qu'un commencement imparfait, utile et nécessaire, comme un premier noyau de cette institution plus large où tous les peuples de la Terre pourront se rencontrer au sein d'une unique unité internationale. La création d'un État mondial est le seul aboutissement logique, ultime et inévitable dans un mouvement de ce genre. Dans les circonstances présentes, cette vision de l'avenir peut être jugée d'un optimisme trop facile. Mais il est tout à fait possible que les événements prennent cette tournure plutôt que la tournure plus désastreuse prévue par les pessimistes. Car il n'est pas du tout besoin qu'une nouvelle guerre entraîne le cataclysme et l'écroulement de la civilisation que l'on a souvent prédit. Le genre humain a l'habitude de survivre aux pires catastrophes engendrées par ses propres erreurs ou par les chocs violents de la nature. Et il doit en être ainsi, si son existence a quelque sens, si sa longue histoire et sa survie ne sont pas les accidents d'un hasard qui s'organisent fortuitement, comme le voudrait la conception purement matérialiste de la nature du monde. Si l'homme est destiné à survivre et à continuer l'évolution dont il est le protagoniste maintenant, conduisant, jusqu'à un certain point, sa marche d'une façon semi-consciente, il faut qu'il sorte du chaos actuel de sa vie internationale et arrive à un commencement d'action unifié et organisé. Il faut qu'il parvienne finalement à une sorte d'État mondial unitaire ou fédéral, ou à une confédération, ou à une coalition. Tous les expédients plus vagues ou plus restreints ne serviront de rien.
La question centrale est de savoir si la nation, qui est l'unité naturelle la plus large que l'humanité ait pu créer et faire durer pour son existence collective, est aussi sa dernière et ultime unité, ou bien si un agrégat plus grand peut se former, qui englobera de nombreuses nations, ou même la plupart, et finalement toutes les nations, dans sa totalité unie. L'impulsion à construire plus grand, la poussée à créer des agrégats supranationaux considérables et même très vastes, n'a pas fait défaut. C'est même l'un des traits permanents des instincts vitaux de l'espèce. Mais elle a pris la forme du désir des nations fortes de dominer les autres, de posséder leur territoire d'une façon permanente, de subjuguer leur peuple, exploiter leurs ressources. Ou la forme d'une tentative de quasi-assimilation en imposant la culture d'une race dominatrice et, en général, un système d'absorption massive ou aussi complète que possible. L'Empire romain est l'exemple classique de cette sorte d'entreprise, et l'unité gréco-romaine avec son type unique de vie et de culture au sein d'une vaste structure d'unité politique et administrative s'est approchée très près de ce que l'on pourrait considérer comme la première ébauche, ou la suggestion incomplète d'une image de l'unité humaine, dans les limites géographiques atteintes par cette civilisation. D'autres tentatives du même genre ont eu lieu au cours de l'histoire, mais à une échelle moins vaste et avec une habileté moins consommée. Aucune n'a duré plus de quelques siècles. Les méthodes employées étaient fondamentalement fausses, parce qu'elles contredisaient d'autres instincts vitaux nécessaires à la vitalité et à la saine évolution de l'humanité, et les nier devait nécessairement aboutir à la stagnation et à l'arrêt du progrès. L'agrégat impérial n'a pas été capable d'acquérir la vitalité indomptable de l'agrégat national, ni son pouvoir de survivre. Les seules unités impériales durables étaient en fait de vastes unités nationales qui prenaient le nom d'empire, comme l'Allemagne et la Chine, mais ce n'étaient pas des formes d'État supranationales, et elles ne doivent pas être comptées dans l'histoire de la formation de l'agrégat impérial. Ainsi, bien que la tendance à créer des empires témoigne d'une poussée de la nature vers des unités de vie humaine plus larges, et nous pouvons y voir une volonté cachée d'unir les masses disparates de l'humanité à plus grande échelle, de les souder en une unique unité vitale coalescente ou combinée. L'Empire doit être considéré comme une formation malvenue et sans avenir, inutilisable pour tout progrès nouveau dans cette direction.